Diminuer son empreinte écologique. Tous les humains ont des activités, on va utiliser notre voiture, on va produire des déchets, on va vivre dans une maison, et tout ça, ça a un impact sur notre planète, d'autant qu'on est de plus en plus nombreux. Donc, quand on est éco-responsable, c'est qu'on prend la responsabilité de se dire, ben, je connais mon empreinte écologique et je vais essayer de la diminuer au meilleur de mes capacités. Être éco-responsable, c'est se soucier de la planète sur laquelle on vit. Ça fait que, dans le fond, c'est juste d'avoir une petite réflexion de est-ce que je détruis ou j'améliore? L'idée, c'est juste ça, je pense. Être éco-responsable, c'est d'avoir le souci de... écoute, quand on était jeune, là, le monde, ils tiraient leurs déchets par les fenêtres, ils vidaient. Quand on a fait le parc centre-ville, là, on a sorti des cochonneries aux 10 roues, là. C'était ça. Ça, c'était pas, mettons, un comportement éco-responsable. Mais maintenant, au fil du temps, les gens ont pris conscience que, dans le fond, on avait tous notre part à faire pour qu'on vive dans un environnement, en fait, qui n'est pas en train de tout détruire. Fait que l'idée, c'est être éco-responsable, c'est de contribuer à maintenir la planète en état. Fait que oui, je veux dire, on a tous nos lacunes, là. Puis tout n'est pas prêt non plus. Les autos électriques, ils coûtent 20 000 de plus qu'un auto ordinaire. Puis c'est pas prouvé encore que c'est si écologique que ça. Tout ça, ça fait que, tout n'est pas prêt, là, parce qu'on est encore dans un mode de consommation. Les gens qui suivent ça de près disent, bien, le moteur roue s'est inventé depuis des années, puis on n'aurait pas besoin nécessairement de l'électricité, puis on n'aurait pas besoin de ça. Mais économiquement, c'est pas assez viable, ça fait pas assez rouler l'économie. Fait qu'on met des choses de côté parce que il faut faire virer l'économie. Bien, les petits gestes, ça part de nos achats. Hein? Dans le fond, on essaie d'acheter durable. C'est bien sympathique le Dollarama, puis ça fait plaisir des fois d'avoir des petits trucs. Mais, être éco-responsable, c'est aussi acheter le plus près de chez nous, acheter des gens qui produisent, qui font des trucs. Nous, le monsieur des œufs, il reste pas loin, puis il fait aussi des poulets, des lapins, puis nous, on fait du jardinage, puis il y a la ferme Horace aussi qui est pas loin. Dans le fond, c'est de connaître notre environnement pour, dans le fond, encourager les petits producteurs aussi, puis d'acheter local. Le plus possible, le plus possible, encourager, dans le fond, les gens de chez nous. Parce que l'économie, être éco-responsable, c'est faire virer notre économie locale aussi. En fait, il y en a plein. Ça dépend un peu toujours de ce qu'on est prêt à changer comme habitude. C'est-à-dire que le premier pas, le plus simple, mais qui n'est pas encore évident pour tout le monde, par exemple, c'est la gestion de nos matières résiduelles. Donc, on produit beaucoup de déchets à tous les jours et de plus en plus, il y a des gens qui veulent aller vers le mouvement zéro déchet. Mais avant ça, même, on peut regarder qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de notre bac bleu, de notre poubelle, même du compost à la maison, sans faire plus aucun déchet. Mais une des premières choses qu'on peut regarder, c'est vérifier qu'est-ce qui va dans le bac bleu. Est-ce que je fais la même erreur depuis X années, mais je ne le sais pas encore. Fait qu'ici, au Lac-Saint-Jean, on a la Régie des matières résiduelles. Toutes les informations sont données sur leur site Internet pour regarder. Ça, c'est un premier geste, c'est essayer d'améliorer ces matières résiduelles, ces déchets. Donc, on peut aller vers le zéro déchet, c'est-à-dire essayer de plus produire du tout de déchets, acheter en vrac, réutiliser beaucoup nos affaires, essayer de penser, au lieu de jeter un objet, est-ce que je peux faire autre chose avec cet objet? Il y a des gens qui vont utiliser les couches lavables pour leur bébé. On va pouvoir faire des bricolages avec des affaires dont on n'avait plus d'utilité. Acheter de seconde main aussi. Il y a beaucoup de choses qu'on n'est pas obligé d'acheter neuf. On peut aller acheter à la friperie. On peut louer des affaires, notamment, par exemple, au niveau du bricolage. Mettons qu'on utilise une scie à onglet 2 fois par an. Ça vaut peut-être pas le coup d'en acheter une, peut-être juste l'emprunter ou la louer. Donc, le but, c'est de réduire le plus possible nos objets du quotidien pour essayer de réduire nos matières résiduelles. Après, il y a d'autres choses. On connaît les grands programmes d'économie d'eau et d'économie d'électricité. Donc, juste avoir des thermostats réglables, par exemple, pour les pièces. Pas que la maison soit toujours à 20, alors que des fois, on part le week-end. Eh bien, on peut programmer ces thermostats-là.
On peut aussi décider qu'on prend une douche de 5 minutes. On a des petits sabliers, par exemple, pour décider de prendre une douche de 5 minutes. Moi, je me mets 2 chansons pour essayer de garder ma douche le plus court possible. Puis, tous ces gestes-là, qu'on peut trouver un peu sur Internet, n'importe où, le but, c'est de pas essayer de tout changer d'un seul coup. Le but, ça va être d'en choisir un, puis d'essayer de s'y tenir. Une nouvelle habitude, c'est 21 jours. Donc, on prend une nouvelle habitude, on la tient pendant 21 jours, et une fois qu'elle fait partie de notre quotidien, bien là, on va pouvoir essayer autre chose. Ça sert à rien d'essayer de devenir parfait one shot. Alors, le bac bleu, c'est très simple. Il y a en fait un seul plastique à retenir. Tout le monde a déjà vu le petit triangle fait avec 3 flèches, et à l'intérieur, il y a un numéro. Ce numéro, en fait, c'est le type de plastique. Et le numéro 6, c'est le polystyrène. Le polystyrène ne se recycle pas, malheureusement. Donc, il ne va pas dans le bac bleu, il va aller à la poubelle. Le styromousse, sa forme expansée, vous pouvez l'amener à l'éco-centre. Donc, faire un petit bac, l'équivalent d'un petit bac bleu, mais avoir un petit bac pour emmener à l'éco-centre. Vous allez pouvoir mettre vos piles, toutes vos affaires, et le styromousse aussi. Sinon, dans votre bac bleu, le but, c'est que ce soit le plus propre possible, sans faire la vaisselle complètement avec votre bac bleu. Vous pouvez rincer les choses, une canne de jus de tomate, un bocal de cornichons, juste lui mettre un petit coup d'eau. Ça va beaucoup faciliter le travail des trieurs au centre de tri de Robertval. Dans notre bac bleu aussi, on va pas vouloir mettre n'importe quel plastique souple. Vous avez sûrement entendu, il y a quelques années, ça a changé. Maintenant, on peut mettre les sacs plastiques dans le bac bleu. Il faut pas que le plastique fasse scrunch, c'est-à-dire un paquet de pâtes, par exemple, ou un paquet de biscuits qui va vraiment crichouiller quand on va l'écraser, mais ça ne se met pas. Alors qu'un sac plastique d'épicerie, il va pouvoir aller dans le bac bleu. Sinon, papier, carton, verre, métal et plastique. Puis, il faut savoir que même si vos contenants sont consignés, ils peuvent aller au bac bleu. C'est pas, si vous n'avez pas le temps d'aller à la consigne, vous pouvez les mettre dans le bac bleu, c'est pas interdit. Alors, déjà, en achetant de la qualité, le plus souvent, on va essayer d'acheter local. En achetant local, le plus souvent, on va avoir une meilleure qualité et ça va avoir un énorme impact parce qu'en achetant local, on diminue beaucoup le transport. Faut savoir qu'en moyenne, dans un frigo canadien, les aliments vont faire, par exemple, 4500 km et ils vont venir de divers endroits de la planète et on ne va pas forcément savoir avec quel contrôle qualité ils ont été faits pousser. Normalement, si ça s'est rendu au Canada, c'est quand même qu'il y a des normes. Mais en achetant de la qualité plutôt que de la quantité, on va pouvoir avoir des affaires qui durent plus longtemps. Si on parle, mettons, de mitaines, si on achète 12 paires de mitaines par an parce qu'elles finissent tous par avoir des trous, bien, on va avoir créé 12 paires de gants en déchets de plus, alors que si on s'achète une seule très bonne paire de mitaines, elle va pouvoir durer pour très longtemps. Mais les Canadiens sont parmi les 3 plus gros producteurs de déchets au monde. On est à une moyenne de 777 kilos par habitant. On est même avant les États-Unis qui sont à 773 kilos de déchets par habitant par année. Donc, on est vraiment des très, très gros producteurs de déchets. Ici, dans la région, c'est moins pire. On a la Régie des matières résiduelles, comme je l'expliquais tantôt, qui essaye vraiment de diminuer tout ce qu'on envoie au lieu d'enfouissement technique. Mais en moyenne, on produit vraiment beaucoup de déchets. Au niveau des piles, ce qui se passe, c'est qu'on peut les emmener à l'éco-centre, dans le petit bac à éco-centre qu'on peut emmener une fois de temps en temps quand on passe. On peut mettre nos piles. En fait, tout ce qui a eu de l'électricité dedans, que ce soit un toaster, un iPad, un four à micro-ondes, une TV ou un frigo, tout ça va à l'éco-centre. Donc, ça va vraiment être trié là-bas en fonction de son utilité. Les piles, notamment, il faut vraiment, vraiment les emmener à l'éco-centre parce que toute pile qui finit dans un lieu d'enfouissement technique va contaminer jusqu'à 500 litres d'eau. Une pile, c'est plein de métaux lourds et ça peut mettre jusqu'à 7869 ans à se dégrader dans la nature. Donc, c'est vraiment très important que les piles soient recyclées et dans un idéal, dans une idée de réduction de déchets, utiliser des piles rechargeables qui vont avoir une beaucoup plus longue durée de vie puisqu'elles vont être rechargeables. Ça peut être jusqu'à 1000 recharges, il me semble. Mais les technologies évoluent très, très vite, donc je ne m'avancerai pas trop sur les statistiques. Alors déjà, il y a beaucoup de choses en hygiène qu'on peut remplacer par des choses réutilisables, des cotons démaquillants réutilisables. Il faut savoir que la culture du coton utilise énormément d'eau, de pesticides. Après ça, c'est blanchi, c'est traité. Donc, juste remplacer ces cotons démaquillants, par exemple, par des cotons réutilisables. Même chose au niveau des lingettes. Après,
Moi, j'y vais vraiment au plus basique. C'est mon savon est un savon dur qui n'a pas une bouteille et mon shampoing, même chose. Je suis passée au shampoing solide. Donc, il n'y a plus de bouteille de shampoing. C'est une énorme quantité de plastique qui, même si elle est recyclée, ça va prendre de l'énergie pour la recycler, du transport pour l'amener au recycleur, pour l'amener au centre de tri, etc., etc. Fait que l'idéal, c'est d'avoir des cosmétiques ou des affaires de toilette qui n'ont pas de contenant. De plus en plus, on en trouve. Alors moi, je suis complètement vendue à la brosse à dents de bambou parce qu'on peut la composter. C'est un morceau de bois au lieu d'être un bout de plastique. De toute façon, j'ai jamais jeté mes brosses à dents. Je les ai toujours gardées pour faire le ménage, faire du nettoyage, aller chercher les petits endroits sales à la maison. Mais maintenant, je suis vraiment 100% rendue avec mes brosses à dents en bambou, puisqu'au lieu d'utiliser un plastique qui vient donc du pétrole, on va utiliser du bambou qui est une ressource renouvelable. Et ensuite, on va pouvoir en fait découper les poils de la brosse à dents, qui sont vraiment la partie qui brosse, pour mettre le reste au compost. Donc, on va avoir un déchet de moins puisque ça va être valorisé. Alors, il y a des types de conduites qui s'appellent les conduites écologiques. Il y a des formations à ce sujet-là qui ont déjà été faites au Conseil régional de l'environnement et du développement durable. Maintenant, on est beaucoup plus sur l'électrification des véhicules. Ça devient effectivement quelque chose de plus en plus régulier. Ça peut être aussi dans les habitudes dont je parlais tantôt, de juste décider que pour faire un petit trajet, ça va peut-être prendre plus longtemps, mais y aller à pied ou en vélo. Donc, le transport actif, on a beaucoup d'associations de transport actif en région aussi, de prendre le bus. Donc, en fait, le but, c'est d'utiliser le moins possible la voiture. Dans l'économie d'eau, nettoyer une voiture à la hausse, c'est vraiment pas très bon. Avec une chaudière, ça se fait bien. Moi, pour l'instant, je ne l'ai pas encore lavé de l'été parce que j'ai pas eu le temps, puis ça a été ce qu'il y a de plus économe, en fait. Mais laver la voiture, ça va vraiment y aller à la chaudière parce que toute l'eau qui sort de votre hausse est de l'eau potable qui a donc été traitée. Vous avez payé des impôts municipaux pour cette eau potable-là pour qu'elle soit traitée. Donc, moi, on va en utiliser et moi, ça va coûter cher et plus ce sera écologique pour la planète. De plus en plus, on va essayer d'éviter les pesticides. Il y a un site complet qui s'appelle Pelouse durable. Alors, au début, moi, j'ai un peu fait le saut. J'imaginais pas une pelouse qui pouvait être durable, mais en fait, il y a des techniques au niveau de quand la planter, quoi utiliser pour la fertiliser, à quel moment l'arroser pour être le plus efficace possible, parce qu'on peut arroser sa pelouse en étant le plus efficace possible et donc en étant le plus éco-responsable possible. Et au niveau des fleurs, déjà, il faut faire très attention aux espèces exotiques envahissantes. Les fleurs que vous mettez dans vos plates-bandes, il faut faire attention quand vous les achetez au niveau de l'horticulture. C'est un vecteur de propagation des espèces exotiques envahissantes. Donc, essayez le plus possible d'avoir des plantes, en fait, qui sont aussi locales, parce que comme elles sont locales, elles vont être adaptées. Elles n'auront pas besoin d'être arrosées. Elles auront déjà leurs moyens de mécanismes pour se protéger de leurs prédateurs ou des insectes, parce qu'elles vivent déjà au Canada, au Québec et au Lac-Saint-Jean. Fait que le plus possible des espèces locales. Puis, un gros conseil, les plantes absorbent leur eau la nuit, donc s'il faut arroser, c'est de le faire le soir le plus possible. Le papier toilette lavable s'en vient aussi de plus en plus. Il y a des gens qui commencent ça en termes de zéro déchet. Donc, c'est vraiment de laver son papier toilette à ces espèces de petits carrés de flanelle. Les mouchoirs réutilisables. Alors, au niveau des produits ménagers, il y a vraiment plein de choses qui peuvent se faire. En fait, les deux gros incontournables de mon ménage à moi, c'est du vinaigre blanc et du bicarbonate de soude. On est à peu près capable de tout faire avec ça. Si on va avoir un produit plus qui va ressembler à de la lessive, on peut utiliser de la cendre. Donc, il y a des recettes pareilles en ligne qui se trouvent pour mettre de l'eau avec de la cendre de poêle à bois et ça va pouvoir remplacer la lessive. La javel peut être utilisée toujours avec parcimonie parce que c'est quelque chose de quand même très basique. Mais sinon, vinaigre blanc et bicarbonate de soude, on est capable de faire tout notre ménage avec ça. Et si on veut que ça sente bon, on peut mettre des écorces de citron ou d'orange plutôt que de les jeter. On peut les faire tremper dans le vinaigre pendant une semaine pour que ça sente bon le citron ou l'orange quand on fait le ménage. Alors en fait, il y a beaucoup de ressources en ligne. Il y a des ateliers pour autant les cosmétiques que le ménage, que faire son propre pain, ses muffins anglais, savoir trouver des ressources au niveau de la forêt boréale aussi, les champignons, les petites baies, les petits fruits, savoir faire ses confitures. Il y en a de plus en plus en fait. Toutes les ressources sont en ligne. Acheter local.
Donc, acheter local le plus possible, oui, ça peut devenir compliqué à gérer parce qu'on a moins de fruits et légumes au Québec l'hiver, mettons, mais ça peut être une bonne expérience pour commencer à apprendre à justement faire son canage, faire ses recettes pour conserver les aliments, les transformer, les surgeler. Ça se fait très bien avec les bleuets, plutôt que d'acheter des bleuets frais, avoir des bleuets congelés. Faire ses propres recettes avec acheter ses tomates l'été, puis ensuite faire de la sauce tomate pour le reste de l'année. Donc, c'est vraiment l'achat local qui va avoir le plus gros impact. Et ensuite, c'est la diminution de la consommation de la viande. Je ne dis pas qu'il faut que tout le monde devienne végane d'ici demain matin, mais même une journée sans viande va déjà beaucoup diminuer l'impact écologique de l'alimentation d'une famille. Et après, on peut s'en aller vers ce qui nous est le plus confortable. Moi, par exemple, je suis flexitarienne. J'essaye de consommer le moins de viande possible. Et quand je dois consommer de la viande, j'essaye de l'acheter bien-être animal. Ou alors, je vais manger de la viande de bois, de la viande de chasse, parce que ça, on l'a toujours fait, puis je préfère manger un orignal qui a gambadé dehors et qui a vu le soleil plutôt que donner de l'argent à l'industrie de la viande. Les gros stéréotypes, c'est un peu les mêmes stéréotypes qu'il y avait avant, là, être un peu trop hippie, être idéaliste. Il y a beaucoup de gens qui font encore du climato-sceptisme, qui disent que donc c'est pas la faute des humains si la météo est en train de changer. Et ça, on est assez étonné quand on regarde un peu de plus proche autour de nous. C'est pas juste dans les autres pays qu'il y a du climato-sceptisme, il y en a aussi ici. Donc, de dire que c'est pas notre faute, donc on n'aurait pas à changer nos habitudes de vie pour essayer d'éviter ça, alors que les scientifiques ont donc conclu qu'à 99,99% de chance, les humains causent les changements climatiques. Les autres clichés, c'est vraiment qu'on s'invente des problèmes, que c'est les millennials qui font ça parce qu'ils en veulent aux générations précédentes. Si on le fait à son rythme, c'est pas difficile. Parce qu'en fait, on a un certain confort, des habitudes qu'on connaît, mais tout ce que je vous dis depuis tantôt, en fait, il y a 100 ans, ils le faisaient. Acheter local, il y a 100 ans, on n'avait pas de fruits du dragon qui venaient de la Chine ou de sushis ou d'affaires de même. C'est correct d'aimer les sushis. Il faut juste pas en manger tous les jours parce que ça a un impact. Mais toutes ces petites choses qu'on essaye de faire, ça revient beaucoup à comment ça se passait il y a 100, 150 ans. Les voitures étaient vraiment moins utilisées. C'était un produit de luxe au début, donc moins utiliser la voiture, c'est juste revenir un peu aux habitudes d'antan. Essayer de réutiliser les choses le plus possible. Quand le tissu coûtait cher, l'industrie du vêtement, c'était des produits qu'il fallait qu'on garde. On ne changeait pas de t-shirt à tous les jours de la semaine. Manger de la viande, c'était aussi rare parce que maintenant, il y a beaucoup de viande qui se fait dans des mauvaises conditions et c'est pour ça que c'est pas cher. Mais si on veut vraiment de la qualité, ça devient rapidement plus cher et donc, dans ce cas-là, il faut ajuster en fait son budget. Et souvent, l'écologie va vraiment avec l'économie parce qu'on est dans une société de consommation qui fait qu'on veut toujours avoir plus, mais en fait, c'est peut-être pas ça le but et c'est beaucoup se remettre en question, fait que ça peut être très difficile au niveau du mental. En fait, il y a beaucoup de gens qui font maintenant de l'éco-anxiété, c'est-à-dire qu'ils trouvent qu'ils seraient jamais assez bons ou etc. Mais au final, c'est juste d'y aller un petit pas à la fois, puis un petit pas à la fois, c'est suffisant. Si tout le monde fait sa part, on est 7 milliards d'êtres humains, puis ça va continuer. En revanche, dire « lui, il fait pire que moi, donc moi, je le ferai pas », c'est pas la bonne mentalité, parce que c'est pas comme ça qu'on va en s'améliorant. Limiter au plus possible nos déchets est très, très important. Pour ceux qui seraient intéressés, de temps en temps, le lieu d'enfouissement technique à Héberville Station fait des portes ouvertes et c'est assez impressionnant de voir ces énormes montagnes de déchets qu'on est capable de créer juste nous ici, la région. C'est des camions et des camions et des camions qui amènent nos poubelles à tous les jours au lieu d'enfouissement technique et c'est énorme. C'est vraiment, ça devient des petites collines et ça, c'est enfoui pendant 4000 ans. Donc, les pyramides sont à peine plus vieilles que ça et nos déchets seront là beaucoup plus longtemps que nous-mêmes. Donc, c'est vraiment le zéro déchet. Essayer de réduire nos déchets, c'est ça qui est le plus important. Alors, moi, personnellement, ce que je fais à ma maison, donc je suis rendue avec des brosses à dents en bambou, avec des shampoings solides le plus possible.
On a fait des gros compromis sur la température de la maison avec mon conjoint. Parce que moi, je suis plus à avoir une température très basse et à mettre un pull et des chaussettes qu'avoir la température haute. Fait qu'on s'est mis d'accord et on a réglé nos thermostats pour que les jours où on n'est pas là, on les baisse. Donc en journée, quand on travaille, la température descend. Quand c'est la nuit et qu'on est dans notre chambre, les autres pièces vont se baisser aussi. Nous sommes tous les deux rendus avec des voitures hybrides, donc électrification des transports. J'achète énormément à la friperie. Je trouve que la friperie, c'est génial, c'est bon pour le budget, c'est facile de trouver ce qu'on veut. Et en plus, après, moi, je me dis que je peux faire ce que je veux avec mes vêtements si j'ai envie de les modifier ou de les peinturer ou de les coudre autrement, puisque de toute façon, ça m'a coûté 3 pièces. Fait que ça, c'est vraiment... les friperies ont changé ma vie depuis que je suis au Québec. Quoi d'autre? Je veux devenir autosuffisante le plus possible. J'ai mes poules, j'ai planté des tomates. Dans l'idéal, un jour, j'aurai une chèvre. J'aimerais vraiment beaucoup avoir une chèvre. Donc, en fait, produire moi-même ma nourriture. Je faisais mes barres tendres moi-même pendant un moment. Là, j'ai arrêté, j'avais plus le temps. Donc, au lieu d'avoir les petites barres tendres emballées individuellement, je faisais moi-même et je savais du coup les ingrédients que j'avais mis dedans et qui étaient de très bonne qualité. J'aimerais faire mon yogourt et mon fromage si un jour j'ai une vache ou une chèvre. Après, on a commencé à acheter en vrac. Ça a été un gros changement. On a fait ça cette année. Donc, aller à des magasins en vrac et acheter la farine, acheter de l'huile d'olive, de la lessive, diverses. Il y en a qui sont à plein de choses. Les cosmétiques, le tout le plus possible en vrac. Donc, je récupère tous mes petits contenants de yogourt vides, puis je mets tout là-dedans. Je me rends compte que pas mal dans tous mes amis, tout le monde est sensibilisé de la même manière. Puis souvent, on s'entoure avec des gens avec lesquels on a beaucoup de points communs. Moi, j'ai été sensibilisée dès mon plus jeune âge. Mes parents étaient extrêmement écolos. La moindre feuille de basilic qu'on ne mettait pas au compost, on allait se le faire dire. Puis la gestion des matières résiduelles est un peu différente en France parce qu'il faut amener nous-mêmes notre bac bleu au container et non pas, c'est pas récupéré par un camion. Mais on a toujours été vraiment très sensible à qu'est-ce qu'on met dans la poubelle, qu'est-ce qu'on met au compost, qu'est-ce qu'on met dans le bac bleu. Et oui, je le fais, mais je veux pas non plus être la tannante qui travaille là-dedans, qui est environnementaliste et qui... Fait que j'évalue toujours un petit peu à quel point le message est reçu. Parce que le but, c'est pas d'achaler le monde, c'est pas de piler comme un marteau sur un clou. Je suis pas une sainte qui essaye de convertir tout le monde. Salut tout le monde, Eva Lalancette, des capsules sur l'environnement. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet quand même qui me tient à cœur, puis comme toujours, ça me tient à cœur, c'est de l'environnement. On va parler un peu de vegan puis végétarien, peut-être un peu la nuance entre les deux, puis aussi des petits changements qu'on peut faire sans dire qu'on est vegan ni végétarien, des petites actions qu'on peut faire. Fait que là, on parle entre amis aujourd'hui. Fait que je vais commencer par vous expliquer la nuance entre vegan et végétarien. Vegan, il mangera rien qui vient de l'animal, pas d'œufs, pas de fromage, pas de lait. Il va rien manger de tout ça, il mangera pas l'animal non plus, effectivement. Par exemple, un végétarien, il va juste pas manger l'animal en tant que tel. Je sais qu'il y a d'autres nuances, je sais qu'il y a d'autres personnes qui vont peut-être être plus intenses sur certaines affaires, il y a d'autres non là, au travers, mais les deux principaux qu'on entend, c'est vegan puis végétarien. Sans dire qu'on est vegan ni végétarien, je pense qu'il y a des actions qu'on peut faire. Rapidement comme ça, réduire la consommation de viande. Les animaux, ils produisent du méthane, et ce méthane-là libéré dans l'atmosphère, c'est comme 1000 fois l'effet du CO2. Là. Peut-être sans dire cultiver, parce qu'on cultive pas des animaux, mais on élève tellement, on a tellement beaucoup d'élevage d'animaux que ça devient l'enfer à gérer. Ça produit énormément de méthane dans l'atmosphère. Fait qu'il faut réduire notre consommation de viande. Puis je vais vous parler un peu de mon expérience personnelle. Fait qu'il y a environ 2 semaines, moi j'avais déjà goûté au tofu, j'en avais déjà fait. Mais je décidé d'en acheter, puis mes parents sont venus du bois, puis je leur ai dit le repas est fait. Puis c'était du tofu. Puis mon père, c'est un chasseur, un carnivore depuis qu'il est tout petit. Et il sait à quel point ça me tient à cœur, fait qu'il a décidé d'y goûter pareil. Puis il a fait le saut, puis il a aimé ça. Fait que peut-être faire, puis un morceau de tofu, lui que j'achète, moi, coûte 1,60 $, le bloc, puis ça nourrit une famille de 6. Là. Fait imaginez à quel point vous pouvez économiser comparé à un steak qui pourrait coûter jusqu'à 8 $ pour une petite portion pour une personne. Tu sais, des fois, faire un repas de tofu ou d'autres sortes de protéines dans votre semaine, ça peut quasiment faire la différence. Totalement faire la différence, en fait. Vous allez économiser sur la viande, puis ça, c'est tellement important, on le réalise pas. Puis mon père n'aurait jamais cru qu'il aurait aimé ça. Il était un peu fermé à cette idée-là. Mais il l'a fait pour moi, puis ça n'a pas été déplaisant. Puis même qu'ils veulent que j'en refasse chez moi, ils ont tout aimé.
Puis on en a racheté encore cette semaine. Fait que c'est vraiment quelque chose qu'il faut être plus ouvert d'esprit. Après ça, la viande végétale aussi, dans les restaurants, l'essayer. Moi, j'ai pas vu de différence. Je sais qu'il y a peut-être des grands connaisseurs de viande qui verraient une énorme différence puis qui n'aimeraient pas ça. Moi, j'en ai pas vu. Moi, j'ai aimé ça. C'est mon expérience personnelle. Puis je sais que c'est pas pareil pour tout le monde, mais vous me parlerez de vos expériences personnelles avec le tofu, avec les viandes végétales. C'est des petits gestes qui, à la longue, font une grande différence. Je souhaite que le monde se sensibilise plus là-dessus parce qu'on est dans un monde de changement, un monde qui a besoin qu'on se mobilise pour lui, un monde qui fonctionne avec nous dedans. Malheureusement, en fait, c'est notre société qui a besoin du monde. Le monde n'a pas besoin de la société. Puis ça, on a besoin de le comprendre, on a besoin du monde. C'est-à-dire qu'il faut qu'on en prenne soin. Donc, je vous souhaite d'essayer le tofu, de ne pas vous fermer, d'aller voir des recettes sur les internets, de ne pas vous fermer à ces idées-là. Ouvrez-vous les yeux, puis envoyez-moi vos recettes, envoyez-moi vos expériences, puis le développement de là-dessus, ça va me faire plaisir. Si vous avez des questions, venez m'écrire, ça va me faire plaisir d'y répondre également. Fait que, bon repas!